Bonjour à tous. Pour cet exposé, j'ai décidé de m'intéresser à un cas particulier du cinéma d'action, John Woo. John Woo est un réalisateur hongkongais né en 1946, considéré par beaucoup comme le meilleur du genre. Il s'intéresse très tôt au cinéma et rejoint en 1971 la compagnie de production Shaw Brothers, une des plus importantes de Hong Kong, où il devient assistant réalisateur de Chang-Che, l'un des réalisateurs phares du studio dans les années 70. Celui-ci, et plus largement ce studio, est spécialisé à l'époque dans le genre du comprenez films de sabre chinois, un genre inspiré des films de sabre japonais, aussi connus sous le nom de Shambara, comme les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. En 1973, John Woo réalise son premier long métrage de kung-fu, Les Jeunes Dragons, film qui sera très apprécié par la toute jeune Golden Harvest, une société de production fondée en 1970 par Raymond Shaw, un ancien de la Shaw Brothers, et producteur de la grande majorité des films de Bruce Lee. Il décroche donc un contrat de 3 ans avec cette société de production, pour laquelle il réalisera dans un premier temps des films de kung-fu, mais également des comédies, les deux genres qui marchent le mieux à cette époque, et une telle restriction ne lui plaît pas vraiment. Mais ça ne l'empêche pas de connaître le succès avec ses comédies, notamment avec Money Crazy en 1977. Fort de ce succès, la Golden Harvest le laissera alors réaliser un film plus personnel, La Dernière Chevalerie en 1979, qui est l'occasion pour lui de renouer avec les films de sabre de ses débuts, lorsqu'il était assistant de Chang-Che. Ce film est intéressant car stylistiquement, il peut être raccordé avec les films dont je vais vous parler tout à l'heure, à la différence près que les sabres sont remplacés par des flingues. Au niveau de la mise en scène, Woo expliquera s'être fortement inspiré du western, d'où une volonté de rompre avec le dynamisme du montage habituellement utilisé pour ce genre. Ici, John Woo fait le choix de styliser des scènes à la manière des films de samouraï avec une approche théâtrale, d'où une mise en scène plus posée, ainsi qu'une action réaliste et lisible pour les scènes de combat. Malheureusement, le film ne trouvera pas son public, et cela est sûrement dû au fait que ce genre soit en perte de vitesse face aux films de kung-fu à cette époque. Découragé par cet échec et par les producteurs qui l'inciteront encore à se cantonner au genre à succès, il s'exécute tout en perdant à chaque fois un peu plus de son ambition, celle de réaliser un film de gangster en hommage aux films qu'il admire comme Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. C'est alors que Tsui Hark, un autre réalisateur hongkongais, intervient. Étant un ami proche de Woo, tous deux vont partager la même vision sur le cinéma hongkongais de l'époque, qui pour eux stagne sans innover. Nourri par la volonté de faire exploser les règles imposées par les studios, Tsui Hark va devenir producteur de Woo en 1986 pour Le Syndicat du Crime, le plus grand succès de Woo en Chine et l'instigateur d'un nouveau genre du cinéma d'action, le Heroic Bloodshed ou Hero Movie, genre mettant en scène des héros en quête de rédemption dans une atmosphère métaphysique où la violence demeure être la seule issue possible. Maintenant question, qu'est-ce qui caractérise un film de John Woo ? Aux yeux du grand public, cela peut se résumer en quelques points. Des personnages qui glissent sur une bonne quinzaine de mètres tout en se déchargeant d'une bonne centaine de balles, des ralentis stylisés, des gunfights millimétrés et surtout de jolies colombes. Tous ces éléments sont des gimmicks ultra iconiques du cinéma de Woo. Un cinéma où la violence et le drame se côtoient pour ne faire plus qu'un. Pour ces raisons, et parce que ces films sont aussi des films à grand spectacle, il serait intéressant de se demander si John Woo est oui ou non un cinéaste postmoderne. Pour tenter de répondre à cette question, je me suis principalement concentré sur 5 films de John Woo sur une période de 6 ans, de 1986 à 1992, tous appartenant au genre du hero movie. Ce qui saute aux yeux lorsqu'on regarde un film de John Woo, c'est l'abondance des scènes d'action. Elles conservent toutes des éléments de chorégraphie très identifiables d'une scène à l'autre, sans pour autant se répéter, et John Woo est un réalisateur qui cherche à tirer parti au maximum de chaque environnement. Le côté spectaculaire est constamment recherché, et John Woo expliquera de ces scènes d'action qu'elles interviennent s'il le peut toutes les 10 minutes, tout en gardant à l'esprit que la suivante doit toujours être plus spectaculaire que la précédente. Il va ainsi élaborer un rythme binaire, faisant se succéder scènes dramatiques puis scènes d'action, ce qu'il trouve particulièrement efficace pour maintenir l'attention du spectateur. L'exemple le plus parlant se trouve dans Le Syndicat du Crime en 1986. Le personnage du nom de Ho, blessé lors d'un guet-apens, n'a plus d'autre choix que de se livrer à la police. Mark, son meilleur ami, va l'apprendre, puis va décider de se venger. 江湖道义现在已经不存在了，身边的人没有一个可以相信的。小王这个废物是我的亲侄子，居然连我也出卖了。他勾结香港的新势力，企图谋夺我的生意。宋子豪就是这样栽在他的手里。在道义上，我们绝对尊重蒋信宇的朋友，但是绝不纵容出卖朋友的人。 喂，好，今天晚上他在枫林阁酒家，怎么样？还有什么需要我帮忙的？要不要派几个人给你？保重，谢谢。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
C'est ce genre de scène qui va bâtir la réputation de Woo, et qui va par la même occasion assurer son succès. Suite à l'engouement qui se manifeste tout autour du film, son producteur va l'inciter à capitaliser sur ce succès, et c'est ainsi que le Syndicat du Crime 2 sort en 1987. John Woo ne tenait pas à réaliser une suite à son premier film de gangster, pourtant il va se plier à l'exercice et très bien s'en sortir. Pour Woo, c'est un film de pure forme, et c'est bien dans cette œuvre qu'un bon nombre d'aspects propres au postmodernisme peuvent être décelés. John Woo avouera tout d'abord que ce film est construit dans une optique de surenchère constante par rapport au premier, en allant toujours plus loin dans l'action, des fois même presque trop loin. C'est aussi dans ce film que Woo va citer explicitement ses références, en rendant hommage par exemple à Guet-apens de Sam Peckinpah lors de la scène du couloir. C'est un cinéaste qui est également très influencé par Jean-Pierre Melville, auquel il rend hommage aussi dans The Killer, sorti juste après, en 1989. Pour l'anecdote, il avait été initialement prévu que cette chanteuse soit noire et qu'elle chante du jazz. Le son est également un élément très important au sein de ces gunfights. Chaque coup porté à son importance, reconstituant ainsi une ambiance sonore réaliste et dans la continuité de l'action, ce que ces plans stylisés et au ralenti ne font pas forcément. En outre, il fait vraiment ressortir la violence de l'action. En plus de l'ambiance sonore, John Woo va jouer sur la diversité de la musique utilisée afin de créer des contrastes très marqués. Encore une fois, on peut en revenir à la séquence que j'ai montrée tout à l'heure, qui commence avec une musique dansante et festive, avant de laisser place à la fusillade. Puis la séquence se conclut sur une musique disons plus spirituelle. Au final, le son illustre et sert avec une différente intensité chaque moment de la séquence. Pourtant, malgré tous ces exemples, il y a bien un point du postmodernisme qui ne peut jamais lui être attribué. Le refus de la morale ou des leçons de vie. Et c'est une chose particulièrement importante car cela permet de reconsidérer tout ce que j'ai dit précédemment sous un nouvel angle. John Woo est un cinéaste qui va défendre des valeurs, qui va traiter des thèmes récurrents comme l'amitié, la fraternité, la famille, l'honneur, le bien et le mal. Lorsque John Woo fait le Syndicat du Crime en 1986, ce n'est certainement pas pour glorifier le style de vie des truands, mais pour glorifier le comportement de certains hommes, peu en importe le contexte. Il se dira ainsi affligé face à la vague de hero movie ne respectant pas, dans la grande majorité des cas, les valeurs qu'il défend. Pour lui, ces films sont de mauvais exemples. Ce que John Woo veut démontrer avec ses personnages, c'est que les valeurs qu'ils défendent sont plus importantes que les causes qu'ils peuvent défendre. C'est ainsi que l'amitié va devenir son thème de prédilection, ces films mettant souvent en scène des personnages apparemment opposés dans leur activité, mais qui sont au final très proches par leurs valeurs. Cette manière de penser lui provient bien sûr de son enfance.
Il grandit dans un contexte de pauvreté, dans un contexte de guerre civile entre les militants du parti nationaliste et les communistes. Il expliquera notamment avoir souvent eu affaire aux gangs qui l'ont déjà passé à tabac. Il racontera également avoir été fortement marqué par des attentats à la bombe ayant eu lieu en 1967 dans Hong Kong lorsqu'il était étudiant. Son expérience est primordiale au sein de tous ses films, et beaucoup de ses composants ont un caractère autobiographique. John Woo est quelqu'un qui réagit très fortement au contexte qui entoure ses films. Il racontera alors avoir été très choqué par les manifestations de Tiananmen Square en 1989, ayant provoqué la mort de nombreux étudiants. Ce drame a lieu alors qu'il s'apprête à tourner son film le plus autobiographique, Une balle dans la tête, sorti en 1990, et dont l'action se déroule en 1967, pendant les attentats à la bombe. Il se servira alors énormément de l'imagerie découlant du drame de 1989 pour illustrer celui de 1967, en plaçant notamment l'action au milieu de manifestations étudiantes. Et la seconde partie du film n'en est pas moins politique, puisqu'elle se passe au Vietnam, en plein contexte de guerre. Cette influence du contexte politique en pleine préparation se produira lors du tournage de À toute épreuve, sorti en 1992, et qui est sans doute le film le plus colossal de John Woo, avec une scène d'action finale avoisinant les 30 minutes. À ce moment-là, John Woo est révolté par l'influence du crime organisé dans tout Hong Kong, et cela va le pousser à réaliser des séquences d'action encore plus intenses, d'où la séquence finale dans l'hôpital, qui pour lui serait la métaphore d'un petit pays attaqué, tout en faisant référence à la guerre du Golfe. Pour lui donc, les scènes d'action sont un moyen d'exprimer ses sentiments, et il dira alors de ces scènes qu'elles sont pour lui le moyen de faire passer un message, d'autant plus qu'elles lui servent à accentuer le drame. C'est pour cela que les scènes d'action sont extrêmement liées à son cinéma. Avec le temps, John Woo fit preuve de toujours plus d'originalité pour ses gunfights dont il contrôle lui-même les chorégraphies. Et c'est de manière logique qu'elles ont fini par prendre de plus en plus d'importance au sein de son travail. Pour cette raison, il est un peu considéré comme un réalisateur d'action sentimental. In a lot of American action movies, especially some French European action movies, there's a certain impersonality to it. I mean, the things that are done, the violent action, is what comes first, and the characters come second. And in a film of John's, when it's really working well, everything that happens is an act that a human being is performing. It's something that a person is doing for a reason. And I would really like to see the people who are imitating John do more than imitate him superficially, and understand that the reason his films work is because they're all of a piece, and the technique expresses something that they've missed. It isn't just a way of making action more exciting, it's a way of expressing action as a part of human life. Voilà finalement pourquoi John Woo ne rentrerait pas selon moi dans le mouvement postmoderne. Même s'il est un cinéaste ayant des inspirations fortes, et bien qu'il s'autoréférence lui-même parfois dans ses films hollywoodiens, ce simple aspect engagé dont bénéficie son cinéma suffit à donner une réelle profondeur à tous ses films, bien au-delà d'une simple logique de divertissement ou d'une simple recherche de la sensation forte. Et puis il ne faut pas oublier un aspect très important de son cinéma, la violence exacerbée de toutes ces scènes d'action, finalement un peu adoucie par sa stylisation de l'image.